Merci à tous d'être ici pour parler du nerf de la guerre, un peu quand même. On va parler de la finance et on va essayer de comprendre ensemble comment on peut financer l'amplification de l'action des acteurs positifs sur le territoire. Alors, j'ai trois intervenants plutôt. Et du coup, plusieurs interventions ce matin. Nicolas Célie à côté de moi, vous êtes cofondateur d'Investir et Plus. Bonjour et bienvenue. À côté, il y a Anne-Catherine Husson-Traoré, qui est directrice générale de Novétique. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et à côté de vous, il y a Hélène Valade, qui est directrice du développement durable de Suez, qui est également vice-présidente du C3D, qui est le club des directeurs du développement durable. Et vous êtes également présidente de la plateforme RSE, qui fait partie de France Stratégie reliée au Premier ministre. Donc vous défendez les causes RSE, vous connaissez bien ces sujets. Alors on va essayer de commencer par du concret, de la contextualisation avec vous, Nicolas. On prendra un petit peu de recul ensuite avec vous, Anne-Catherine, et puis on essaiera de trouver des solutions avec vous, Hélène. Alors, c'est parti avec vous, Nicolas. Vous allez nous raconter ce que vous faites sur le terrain. Allez-y. C'est vrai que moi, je suis tout en bas de l'échelle, très loin du Premier ministre. On est aux côtés de jeunes entrepreneurs. Moi, j'ai un métier qui n'était pas du tout durable parce que j'étais financier investisseur en capital risque. Donc, je suis dans un fonds qui finance des jeunes startups technologiques et qui les accompagne sur la durée pour essayer de les faire grandir. Il y a 5-6 ans, j'ai vu apparaître un nouveau type d'entrepreneurs de start-up. Des gens qui venaient nous voir avec des projets très innovants, des gens assez talentueux, mais qui avaient une seule différence par rapport aux autres entrepreneurs plus classiques qu'on finançait, c'est que eux, leur priorité, c'était de résoudre un impact social. C'était d'avoir un impact social, de résoudre un problème social. Et du coup, ces gens-là, alors typiquement, il y a eu un des premiers, c'était un peu après Facebook, c'est quelqu'un qui avait un site, un réseau virtuel, qui vendait des arbres virtuels. Donc on achetait un arbre virtuel, on le voyait grandir. On pouvait parler avec ses voisins qui avaient acheté des arbres virtuels. Sauf qu'à chaque fois que vous achetiez un arbre virtuel, son association plantait un arbre au Niger et vous voyez aussi votre arbre grandir au Niger. Un autre qui faisait un moteur de recherche durable, qui était un moteur de recherche. Vous choisissiez les associations que vous aimez bien et dès que vous faisiez une requête sur son site, il versait la moitié de ses revenus publicitaires à l'association que vous avez choisie. Et ces gens-là qui étaient à la fois passionnants, inspirants, avec beaucoup de potentiel, moi, j'étais dans une problématique un peu frustrante, c'est que je dis, moi, l'argent qui vient de nos investisseurs, ils nous ont pas donné mandat d'avoir un impact social. Même s'ils ont une fibre sociale pour certains, il y a la BPI, la Caisse des dépôts et des mutuelles. C'est pas notre job d'investir dans des boîtes sociales, mais de leur retourner des profits. Et du coup, j'ai proposé à mes associés, je dis là, de monter un petit fonds qui soit dédié à financer des startups sociales. Donc, le premier objectif est de résoudre un impact social. Et j'étais tout content, je dis à mes associés, on va monter ce petit fonds en parallèle. Nous, on a l'infrastructure, on a les investisseurs, on a tout pour être les premiers à lancer ça. Et il y a un gros potentiel. En plus, ça donne aussi une vision positive des investisseurs en capital qui ont souvent, et souvent à juste titre, pris pour des rentiers qui n'ont aucune idée en tête, c'est les profits qu'ils vont faire. Et mes associés me disent, écoute, ouais, c'est super ton idée, mais il ne faut pas mélanger les genres. Si tu veux faire du social, fais-le plutôt le week-end qu'à travers nous. Mais on ne peut pas, ça envoie des signaux bizarres, qu'on est à la fois dans le social ou des financiers, c'est pas bon pour nous. Donc on ne va pas le faire. Mais ils m'ont dit, mais en revanche, comme je les ai pas laissé tomber, je les ai harcelés pour faire ce truc. Ils m'ont dit, écoute, ok, pour que tu prennes un peu de ton temps de professionnel pour aller le monter ailleurs et on verra si on investit dans ton fonds. Et du coup, je suis allé voir un entrepreneur qui s'appelait Arnaud de Ménébus, qui avait vendu sa société, qui était riche et qui en même temps s'intéressait à ces causes sociales. Et avec deux autres entrepreneurs, on a monté Investir et Plus, qui était un petit fonds qui avait vocation justement à ne financer, alors c'était un fonds, financer des entreprises innovantes avec un très fort impact social et qui aient un fort besoin d'accompagnement. Et c'est des gens, nos premiers critères, c'était impact social. Anne-Catherine reviendra peut-être sur le social impact. Nous, vraiment, on voulait des gens pour qui l'impact était chevillé au cœur. C'était pas, parce qu'il y a des business, il y a des business type des centres de jour pour Alzheimer. Des entrepreneurs peuvent très bien réussir économiquement et avoir un impact social. Mais nous, on voulait que le moteur soit social et ça soit pas juste un effet secondaire.
Et comme ça, alors on a monté ce petit fonds avec des entrepreneurs et on s'est dit on ne va pas juste donner de l'argent, on va aussi permettre à ces entrepreneurs d'avoir accès à une expérience pour pouvoir mieux grossir, à être accompagnés dans leur vie de tous les jours d'entrepreneurs et leur donner aussi un accès via des mentors, via nous, à un réseau d'affaires pour les aider à trouver des clients, des partenaires, à se financer. Et c'est comme ça qu'on a financé alors, depuis 5 ans une dizaine de sociétés. Et notre pari, c'était est-ce qu'on va arriver à trouver un cercle vertueux. Est-ce que nos sociétés vont pouvoir atteindre la rentabilité qui est importante, pas pour générer des profits, mais qui est importante pour leur permettre d'être autonomes, de s'autofinancer et puis d'investir pour avoir plus d'impact. C'était la grande question. Et typiquement, une première société que j'ai financée, c'était un garçon qui s'appelait Frédéric Bardot, qui m'a dit qu'il y avait une agence de développement de sites internet et qui m'a dit mais c'est incroyable, je n'arrive pas à recruter des développeurs qui maîtrisent un langage qui s'appelle Ruby on Rails, qui était très demandé, et du coup, je n'arrive pas à recruter. Je suis obligé de sous-traiter mes travaux en Inde ou à Madagascar, alors que dans les cités derrière chez moi, 50% des jeunes n'ont pas d'emploi, sont au chômage. Et donc il est venu me voir, il dit on va créer des écoles pour permettre, type 42, pour permettre à des gens sans emploi, à ces gens-là, de les former en 6 mois de façon à ce qu'ils puissent trouver un travail à côté. On dit mais c'est super, on a travaillé ensemble, on a financé Simplon, la première école à Montreuil, il a trouvé une maison, il dormait là-bas, il y avait la promo d'une vingtaine de personnes qui venaient, certains y habitaient, d'autres y travaillaient. Et 6 mois plus tard, en fait, à part quelques gens qui n'ont pas pu suivre, il y a 80% de la promotion a trouvé un CDI, et 20% un contrat de freelance qui recherchait. Ça, c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, des écoles Simplon, il y en a plus de 70 en France, mais aussi à Abidjan, à Johannesburg, en Roumanie, en Afrique du Sud. Et il y a des milliers de personnes sans emploi qui en ont trouvé un. Et tout en trouvant pas un emploi d'hier, mais un emploi de demain. En les projetant dans l'avenir, dans l'informatique, dans des métiers d'avenir et très valorisants. On a un autre aussi société qui marche très bien, c'est un gars qui dit c'est dommage, on a plein de livres dont on ne se sert pas et pourtant il y a des gens qui ont du mal à accéder à des produits culturels. Ils organisent la collecte des livres dont vous ne voulez pas vous servir, il vient les chercher, il les vend sur les réseaux sociaux, sur les places de marché comme Price, Minister, Fnac, Amazon. Et toute la logistique est effectuée par des travailleurs en réinsertion, travailleurs handicapés. Donc, plus je prends des livres, plus ça évite de gâcher. Ça permet à des gens d'accéder à de la culture pas chère et en même temps, ça donne du travail ça permet de donner du travail à des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc voilà. On a découvert que par l'innovation, un bon entrepreneur qui résout un problème, il arrive à trouver de la valeur. Enfin, il n'est pas uniquement condamné à dépendre de subventions, de dons, mais que ces entrepreneurs-là, d'ailleurs, qui pour beaucoup se considèrent pas comme des entrepreneurs de l'ESS, d'un monde solidaire, ils disent nous, on est des entrepreneurs, on est des entrepreneurs, on monte notre boîte, quitte à monter notre boîte, on préfère lui donner un sens profond plutôt que d'aller vendre des chaussettes sur Internet. Mais ce n'est pas des gens ils n'ont pas conscience d'être dans le social. Pour eux, ils sont des entrepreneurs. On parlait de cette jeune femme qui est en fauteuil, Charles de Villemorin, qui est en fauteuil depuis sa naissance, qui dit, moi, j'arrive pas à trouver elle est allée à un mariage à côté d'Aix-en-Provence. Elle dit, Aix-en-Provence, je suis parisienne, conduire ma voiture équipée pour jusqu'à Aix, c'est compliqué. Je peux prendre le train, mais arriver à la gare d'Aix, comment je fais les 30 derniers kilomètres parce que j'ai besoin d'un véhicule adapté. Elle se dit, grâce à Internet, je vais lancer une plateforme où les gens qui ont des véhicules adaptés pour personnes handicapées qui ne s'en servent pas, les mettent en disposition et peuvent aussi se faire de l'argent de poche ou les louer. Et ça permet à des gens d'accéder, de libéraliser, d'ouvrir la location des véhicules adaptés à beaucoup d'autres usages. Et ça a super bien marché. Notamment, il y a des gens qui se sont rendus compte que grâce à ce site, ils pouvaient emmener leurs parents ou leurs grands-parents qui étaient en fauteuil, en maison de retraite le week-end ou aller en vacances avec eux. Mais Charlotte, elle se dit, moi je ne suis pas une entrepreneur du solidaire. Moi, j'ai un problème que j'ai pu ou j'ai voulu résoudre par Internet et je suis un entrepreneur social. Et c'est vrai qu'on se rend compte que je vais finir par que cette nouvelle génération est bluffante. On les critique beaucoup en disant qu'ils regardent des jeux vidéo, mais c'est des gens qui, pour beaucoup, alors sans généraliser, comment ? Mais pas que. Mais pas que, ouais. Mais pas que. Et on est frappé par
l'unification, la recherche d'unité de leur vie. Ils disent, attends, moi je bosse parce que j'en ai besoin de bosser, mais contrairement à, je ne vais pas bosser comme un fou pour gagner plein d'argent, puis m'éclater comme un malade le soir et faire du bien le week-end. Je veux une espèce d'unité, avoir travaillé de façon équilibrée, mais donner un sens à mon travail, et tout en m'y amusant. Et ont un rapport au social good, à l'impact social, qui est naturel. Ils ne croient pas en des causes, en des idéologies, en des mouvements, en des associations. Ils disent, ben moi, avec ma petite capacité d'agir, si je sens juste les trucs que je vois autour de moi qui vont pas mal, qui vont pas bien, eh ben j'aurais non seulement, si on fait tout ça, on aura un impact colossal, et en plus, j'aurais donné du sens à ma vie et j'aurais retrouvé un certain équilibre et une certaine joie de vivre.